Bonjour et bienvenue à la Journée nationale des 10. Nous sommes ici avec Anne Wacker qui est ergothérapeute et l'objectif c'est de vous parler aujourd'hui un petit peu de qu'est-ce qui ressent en enfant 10. Donc pour commencer, je vais demander à Anne de se présenter. Bonjour, moi je suis ergothérapeute, je travaille en Belgique avec des enfants 10 entre 12 et 18 ans et j'en suis en moyenne 18 par année scolaire. Ok, et ça fait combien de temps que tu travailles sur ce sujet? Oh, ça fait 6 ans? 10 ans. Ouais, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps. Ok, donc Anne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui ressent l'enfant 10? Alors c'est difficile de dire exactement ce qu'ils ressentent, en tout cas eux ils ont parfois du mal à dire ce qu'ils ressentent parce qu'ils ont toujours été 10. Donc faire un avant-après ou comment ce serait si je ne l'étais pas, ben, c'est un peu compliqué. Par contre, ils sont fatigués, ils sont parfois découragés. Ce qu'on entend souvent, c'est si j'avais plus travaillé, si j'avais mieux écouté, si j'avais été plus courageux, ben, j'aurais pas eu de problème. Donc c'est très dur pour eux de comprendre que c'est un trouble qui n'attaque pas leur intelligence, que c'est un trouble qui, en fonction des circonstances, ben, pourrait quasi ne pas exister. S'ils ont dans les meilleures conditions, si tout est mis en place pour eux, ben, ils font comme les autres. Et ça, ils ont du mal à imaginer une autre vie sans leur trouble. Alors, ils sont souvent fatigués fin de journée, ils sont souvent découragés et ils n'aiment pas trop les remarques qu'on peut avoir de la part des professeurs. Quand ils disent t'es pas très courageux, applique-toi plus, ça c'est des choses qui les énervent. C'est très difficile pour eux de se retrouver face à une question et de ne rien comprendre. Donc quand on leur demande pour les puissances de 10, par exemple, ben, classe-les 10 exposants, 8 exposants. Ils ont retenu que ce n'était pas la même chose, mais ça n'a pas de signification, ça n'a pas d'image mentale. Après, ils doivent appliquer ce qu'ils ont étudié et ils ne savent pas se reposer sur des expériences ou sur des images ou sur des ressentis. Donc, ils sont vraiment à chaque fois au milieu de l'océan, ils ont pas pied. Ouais, j'imagine. Et Anne, est-ce que tu peux, Voilà. toi qui es en contact avec eux tous les jours, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Tu disais, des fois, ils sont démotivés, ils sont fatigués, ils se mettent moins en confiance. Euh, Ce qu'ils ressentent souvent quand ils ont une interrogation, ils me disent je comprends pas. Je comprends pas la question. Et là, c'est vraiment un désarroi total. Et c'est difficile pour eux de dire ce qu'ils ne comprennent pas et à quel moment le problème se pose. Mais soit ils vont foncer, écrire n'importe quoi et ça peut terminer en larmes, comme il y en a eu une l'autre jour, elle a vraiment fait une crise d'angoisse face à son interro de maths. Ou alors, c'est après la première lecture, ils font plus rien parce qu'ils ne savent pas par où attaquer le problème. Et donc, ils nous regardent les yeux perdus en disant mais je dois faire quoi? Je ne comprends pas ce qu'on veut. Et puis après avoir expliqué, parlé, donné des exemples, alors ils reprennent le fil et ils remontent dans le train et alors ils savent avancer. Mais il y a vraiment ce moment de désarroi, de panique qu'ils peuvent avoir lors des interros. Ouais, je comprends. Et en fait, la question qu'on se pose des fois, c'est comment identifier ça? Comment on diagnostique un enfant qui a un trouble 10? Alors il y a des signaux d'alerte, hein, donc quand l'apprentissage de la lecture est fait, donc vers 7 ans, et que la lecture n'est toujours pas automatique, qu'il y a des inversions, qu'il y a des confusions dans les sons et ce genre de choses, ben, il y a des signaux qui vont dire oh là là, il y a quand même un apprentissage qui ne se fait pas bien. Quand de nouveau, vers 6 ans, l'écriture n'est pas vraiment automatisée, le geste est lent, qui a des difficultés à poser des gestes de la vie courante. Donc il y a toute une série de petits signaux qui vont permettre aux enseignants, aux parents de se dire tiens, il y a quelque chose qui a l'air de ne pas avancer aussi vite que les autres. Ça doit durer un certain temps. Il ne faut pas que ce soit une difficulté qui dure 15 jours et puis qui après disparaisse. Ça doit être vraiment quelque chose qui est là depuis toujours. Alors il faut faire des bilans. Donc là, c'est vraiment important d'aller chez les professionnels, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues pour faire des bilans. On peut être distrait sans avoir de troubles de l'attention, on peut mal lire sans être dyslexique. Il y a autant de troubles, il y a autant de facettes qu'il y a d'êtres humains. Donc il ne faut pas mettre dans des boîtes. Mais il faut vraiment prendre le temps d'analyser toutes les situations et de faire des bilans qui sont officiels
Faut faire attention parce que parfois, tomber dans le piège de quelqu'un a une solution, c'est magnifique, on va la prendre. Il y a vraiment des études et des métiers qui sont là à disposition pour aider les gens, pour aider les familles, pour aider les parents. Et ce n'est pas pour vendre une profession plutôt qu'une autre, mais on ne peut pas diagnostiquer si on n'a pas un professionnel, si on n'a pas fait des études pour. Ça, c'est vraiment le danger. Ok. Et en fait, la question que j'ai pour toi, c'est comment nous, on peut aider un enfant 10? Comment la famille, peut-être les amis, ceux qui sont autour d'un enfant, peuvent peut-être contribuer un peu à les aider? Oui, je pense que tout le monde a sa place. Donc, quand le diagnostic est posé, quand le bilan a été fait, c'est certain qu'il faut changer sa manière de travailler avec l'enfant, qu'il faut changer sa manière de l'accompagner. Il faut vraiment encore plus qu'on le fait, parce que tous les parents le font, tous les amis, tous les parrains, les marraines, les grands-parents, on est toujours soutenant face à l'enfant qu'on aime. Là, il faut l'être encore plus et il faut surtout le dire. Il faut toujours souligner tout ce qui va bien, il faut mettre en évidence, il faut les rassurer. C'est très difficile pour eux d'avoir confiance en eux, donc il faut en rajouter. Il ne faut pas en rajouter parce qu'ils le sentent, mais il ne faut pas être gêné de le dire. Voilà, bravo, c'est bien. Et puis, si la manière dont ils ont essayé n'a pas fonctionné, on prend la feuille, on la jette, on recommence autrement. Il ne faut pas avoir peur d'écrire à leur place quand ils sont fatigués. On ne leur facilite pas la tâche, on enlève juste l'obstacle. Personne n'aurait envie d'aller nager un 100 mètres avec un sac de 20 kilos sur le dos et personne ne demanderait à qui que ce soit de le faire. Eh bien, si c'est écrire les devoirs à la place du jeune, à la place de son fils, à la place de sa cousine et lui dire écoute, donne-moi les réponses, je vais les écrire, on ne lui facilite pas la vie, on lui rend simplement la tâche accessible. Et puis après, oui, il faut pouvoir oser l'outil informatique. Mais il faut l'oser intelligemment. Alors, les logiciels, ils sont impeccables et il y en a vraiment qui sont en train de se développer et qui vont être des mines d'or. Le logiciel, il est parfait, il est pour tout le monde, mais la manière dont on va apprendre l'outil informatique, il faut qu'elle soit personnalisée. Donc là, de nouveau, il faut faire attention parce que apprendre l'outil informatique, c'est pas n'importe quoi. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et parce que si ça va être un échec qui va être très douloureux, parce que ça se voit en classe, parce que ça s'investit financièrement, parce que ça demande un apprentissage supplémentaire. Donc, ils doivent déjà apprendre l'école et puis ils doivent apprendre l'outil. Donc, c'est un double apprentissage. Donc, il faut vraiment le réfléchir, il faut vraiment le faire de manière personnalisée. Et il faut que les parents s'y mettent. Il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne pour pouvoir aller aider quand ça bug. Il faut que les enseignants s'y mettent. Donc, c'est vraiment un très gros investissement et donc ça se réfléchit. Mais dans 90% des cas, ça va soulager, ça va permettre une scolarité à long terme et une vie professionnelle beaucoup plus fluide. Ouais. En fait, j'ai envie de rebondir sur quelque chose qui t'a dit, c'est sur le fait de leur mettre en confiance. Parce que moi, j'avais ressenti que en fait, les enfants eux-mêmes, ou peut-être leurs camarades de l'école ou quelque chose comme ça, le font perdre en confiance, le font croire qu'ils ne sont pas à l'auteur, qu'ils sont moins bien que les autres. Donc ouais, quand tu dis qu'il faut leur donner de la confiance, moi, je suis convaincue par ça et je trouve que c'est super important parce que cette confiance, s'ils ne les construisent pas quand ils sont enfants, ça aura un poids sur eux dans toute leur vie. Donc, ouais, c'est super important. Sur lequel on va pouvoir tout construire. Et on ne se rend pas compte à quel point cette confiance est blessée régulièrement. Une jeune élève qui a un ordinateur en classe saurait écrire une petite réponse. Elle ne saurait pas écrire tout son cours, mais une réponse au tableau, elle saurait, et elle n'est jamais appelée. Il le fait pour ne pas la mettre en difficulté, mais au final, qu'est-ce que ça donne comme effet? C'est moi, j'irai jamais, je ne pourrai jamais montrer aux autres que je sais. Ouais. Et ce n'est pas fait de manière malveillante, mais à la longue, l'élève qui n'est jamais interrogé, c'est elle. Et ça va être une petite blessure. Oui, complètement. Ok, en fait, je voulais poser une autre question. C'est pour toi, quels sont les freins dans la société d'aujourd'hui qui peuvent empêcher l'enfant 10 de se développer dans son âge adulte? Les freins, c'est d'abord la rigidité du milieu scolaire, mais pas parce que les professeurs ne sont pas prêts. Hein, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème d'institution. L'institution scolaire de 12 à 18 ans n'est pas assez flexible, n'est pas assez modulable, ni pour les élèves 10, ni pour d'autres. Hein.
Il faut vraiment rentrer dans le moule, et donc c'est un moule qui peut blesser. Et à partir du moment où on a été blessé scolairement pendant 6-7 ans, quand on va arriver aux études supérieures, on va arriver avec moins de confiance, on ne va pas oser aller à l'université, on ne va pas oser aller en haute école. On va se dire, oh là, ça fait 6 ans que c'est galère, ça va continuer à être galère. Donc ça, c'est vraiment un très gros problème. Alors les enseignants, ils ont des classes trop grosses. Ils manquent parfois de formation aussi, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens parfois de le faire, mais c'est vraiment un problème de société, ce n'est pas du tout un problème d'individu. Moi, je côtoie tous les jours des dizaines de professeurs qui se décarcassent, qui se coupent en 120, et c'est merveilleux. Alors, ces petites gouttes d'eau qu'ils apportent, c'est des mini sparadraps, mais ça fait vraiment beaucoup de bien aux jeunes. Donc, je dirais que le plus gros problème, c'est celui-là. Et puis la méconnaissance, quoi. On est dans un système de performance, on doit être performant, on doit réussir vite, on doit y arriver du premier coup, et les élèves disent qu'ils n'y arriveront pas du premier coup. Certaines choses oui, mais pas tout. Et donc voilà, la vitesse à laquelle les apprentissages doivent être faits, parfois c'est handicapant aussi, parce que pourquoi est-ce qu'on doit retenir absolument toutes les dates des périodes historiques en un an, hein? On peut y arriver en 4, pas grave. Donc voilà, ça je pense que ce sont des freins qui vont vraiment handicaper le futur. Et puis les parents, évidemment, ils ont peur, les pauvres. Hein, on a envie que son enfant soit performant, soit dans les meilleures conditions. Et parfois la peur, c'est lourd à porter. Et donc il faut qu'ils soient plus écoutés, plus qu'on leur laisse de la place, qu'ils puissent dire qu'ils ont peur et qu'ils sont inquiets, que ça ne devienne pas des « oh là là, ces parents-là, ils ont peur tout le temps ». Ben non, ils ont le droit. Les enfants disent, les jeunes disent, les profs d'élèves disent, et les parents disent, ont le droit de dire que c'est difficile et de demander que ce soit plus lent, parfois. Ok. Voilà. Pour finir cet échange avec toi, j'ai une dernière question, c'est et après la fin de la scolarité, après l'université, la vie adulte arrive, et est-ce que tu peux nous partager un peu peut-être des exemples de personnes et comment ça se passe pour eux? Écoute, je peux te parler de moi. Hein. Moi, je suis dyslexique. Donc, heureusement qu'il y a des logiciels de correction d'orthographe. Heureusement qu'il y a Dragon qui écrit tout ce que je dis. Et j'évite de lire. J'évite de lire en public. Là, tantôt, j'ai dû faire une compréhension à la lecture pour des élèves. J'ai dû leur lire le texte. Et à mon avis, je les ai moins aidés que s'ils l'avaient lu eux-mêmes. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas lire. Facilement, en tout cas. Mais il y a des logiciels, il y a plein de choses qui me permettent de contourner les troubles, et je mets toujours des situations en place pour éviter d'être face à ma difficulté. Voilà, donc j'ai appris à compenser, parce que le trouble 10 se compense, ça ne se guérit pas. Et je suis fière de dire que je suis dyslexique. Pour moi, c'est une force. Voilà. Maintenant, c'en est une, à 46 ans. Ça n'a pas été une avant, mais là, maintenant, c'en est une. Complètement, je pense que c'est une force, et en plus, ça t'empêche pas d'être très bon dans ton métier. Au contraire, tu connais aussi leur quotidien, donc c'est trop bien. Oui, d'ailleurs, ils aiment bien parce que je fais des fautes. Et donc, ceux qui ne sont pas dyslexiques et qui voient les fautes d'orthographe, ça les fait beaucoup rire. Et donc, ça rend accessible. L'avenir est accessible, quoi. Ils ne sont pas mis sur des voies de garage. Bon, ils rameront par moment, mais il y a moyen, quoi. Trop bien. Bon, en tout cas, merci d'être là avec nous. Merci pour cet échange très, très riche. Je m'excuse pour ceux qui regardent si vous avez eu des problèmes de audio, des sons, parce que donc on fait en live, donc on ne maîtrise pas 100%. Mais merci d'être avec nous. Merci Anne d'être avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Du coup, nous allons continuer avec la programmation de la journée des 10.